Bon, bismillah. Prenez place. Aujourd'hui pour la 6e semaine. 6e. On ne compte plus. Pour la 6e semaine. Pour la 6e semaine, nous allons faire dans le cadre de la matière littérature, théorie et pratique l'hybridation générique et l'intertextualité, l'hybridation du texte et l'intertextualité. Donc l'objectif du cours, suivez s'il vous plaît, l'objectif du cours c'est de reconnaître l'intertextualité et l'hybridation des genres dans un texte maghrébin. Hybridation, c'est-à-dire mélange de genres dans un même texte. Présence de contes, de fables, de poésie, dans un même texte, disons dans un roman. Aussi, l'intertextualité, c'est-à-dire la présence d'autres textes que le texte littéraire en question dans le texte même. Donc, d'abord, qu'est-ce que l'hybridation générique? L'hybridation générique, c'est le mélange, c'est ajouter, mélanger, au sein d'une même œuvre des caractéristiques appartenant à plusieurs genres littéraires. Contes, romans, épopées, légendes, mythes, poésie, théâtre, parfois, pourquoi pas. Donc, plusieurs genres dans un même texte littéraire. Pourquoi l'auteur a recours à l'hybridation? Pourquoi est-ce qu'il a recours à l'hybridation? Pour renouveler, pour réformer, pour révolutionner. Le genre littéraire a reconnu à travers les temps, à travers les époques, plusieurs réformes, notamment la dernière réforme du roman, le nouveau roman, après le surréalisme, le nouveau roman, le roman du nouveau monde. Tout ça, ce sont des romans, ce sont des réformes qu'a connues le roman. Donc, parfois on traduit, parfois la traduction mène à la réforme. La traduction d'autres textes de d'autres langues. Les genres littéraires dans le monde arabe, le monde de la littérature arabe, ne sont pas les mêmes que dans le monde francophone. Donc, quand vous traduisez de l'arabe, de la littérature arabe à la littérature francophone, vous allez forcément réformer, reformuler, créer peut-être un nouveau genre ou hybrider en mélangeant différents genres dans un même texte. Parfois, l'objectif est de jouer des attentes du lecteur. Parfois, le lecteur étant un demandeur, étant un client, le texte littéraire étant un produit du marché. Bien sûr, n'importe quel auteur veut se faire vendre, il vend. D'accord? Il a besoin d'avoir de l'argent aussi, l'auteur, il a besoin de manger, besoin de se nourrir, donc il a besoin de vendre. Donc parfois, vendre oblige à se jouer des attentes du lecteur, lui offrir un nouveau genre, une nouvelle attraction, entre guillemets. Parfois, vous avez, s'il vous plaît, posez vos téléphones. Posez vos téléphones. Mais c'est vraiment, vous êtes accro au téléphone. Donc, nous avons l'exemple de L'étranger de Camus. Vous connaissez le roman L'étranger? C'est un petit roman, 138 pages, je crois. Édition Seuil, édition de poche. Mais le roman L'étranger, est-ce que... Je vous l'ai dit dès la première séance que le roman, c'est un genre à part. C'est un genre à part. Ce n'est pas une histoire. Mademoiselle, le roman, qu'est-ce que le roman comme genre littéraire? Est-ce que c'est une histoire? C'est quoi alors? Non. Ou c'est la voix?
C'est quoi alors? C'est une histoire. C'est une histoire. Le roman n'est pas une histoire, c'est une histoire. Ça donne à réfléchir, surtout sur votre état de santé. Donc, mental, bien sûr. Ah, donc, le roman n'est pas une histoire dans le sens usuel de l'histoire, c'est-à-dire dans le sens classique de l'histoire. Le roman, notamment l'exemple que je viens de donner, L'étranger de Camus, c'est un roman, effectivement, c'est une histoire de Meursault qui tue l'arabe, mais c'est une histoire qui mêle faits vraisemblables dans le cadre de la colonisation française de l'Algérie, mais aussi philosophie. Philosophie dans le cadre où ça parodie la réalité, ça parodie un problème politique et social de l'époque, qui est celui de la colonisation et de l'appartenance soit à la France ou à l'Algérie, étant un Français ou un Arabe. Bien sûr que vous connaissez que Camus adoptait un courant, une pensée, on va dire, qui s'appelle le calme, qui s'appelle le calme, qui s'appelle le silence, qui s'appelle je m'en fous, qui s'appelle l'algérianisme. L'algérianisme. C'est quoi, qu'est-ce que l'algérianisme? Méditez sur ça, écrivez l'algérianisme. Et je vais vous poser des questions à propos de l'algérianisme la prochaine fois, Inch'Allah. C'est une pensée de l'époque qui se confrontait au colonialisme. Mais il était aussi l'adepte de l'absurde, Camus. Il était l'adepte de l'absurde. L'absurde, selon qui était une vision existentialiste, et qui est le père de l'existentialisme en tant que philosophie. معليش نكبروا شوية بعد شوية le domaine de la littérature pour parler un petit peu de philosophie. Qui est le père de l'existentialisme? الوجودية اللي تسمعوا بها. Vous étiez au lycée en quelle filière, جماعة? Vous étiez en quelle filière? Vous écoutiez les langues, les langues. Philosophie, écoutez, philosophie. Les langues, normalement, tout le monde le fort, t'as l'adabine, tout le monde la crème, t'as l'adabine, normalement. Côté scientifique, l'existentialisme, c'est bien. Qui est le père de l'existentialisme? Heidegger. Donc Heidegger était le philosophe de l'existentialisme. Mais Camus et Sartre ont adopté l'existentialisme dans un revers, on va dire dans un volet littéraire. Pour eux, l'existentialisme était le synonyme de l'absurde. Je vais vous expliquer, je vais planer au-dessus, je vais faire une petite leçon sommaire de philosophie. Pour Camus, pour Sartre, Jean-Paul Sartre. Vous connaissez Jean-Paul Sartre? J'espère. Donc, pour Jean-Paul Sartre, l'existentialisme, c'est une forme d'humanisme. Pour lui, dans son article, son célèbre article, l'existentialisme est un humanisme, Sartre a essayé d'expliquer que l'homme est partagé entre le soi, l'en-soi et le pour-soi. Le soi, c'est l'existence, c'est qu'est-ce qu'il est. D'ailleurs, il dit que l'existence précède l'essence. C'est vrai, en quelque sorte. L'existence précède l'essence. Comment expliquer ça? Vous existez, puis après, vous devenez quelque chose. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait votre humanisme. L'homme, à la différence des autres choses, c'est qu'il il a un devenir, alors que les autres choses, les autres êtres n'ont pas un devenir. Par exemple, quand vous voyez naître un mouton, vous avez un chat à la maison. Qui a un chat à la maison?
Qui ont des chats à la maison? Vous avez un chat. Ah, lorsque vous avez un petit chat qui naît chez vous, ah, et ce petit chat, est-ce que vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'il va devenir ce petit chat? Médecin, avocat, hein? Enseignant peut-être. Un chat va devenir toujours et condamné à être un chat, n'est-ce pas? Oui. Ah, alors que un enfant, lorsqu'il naît, un enfant humain, lorsqu'il naît, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'il va devenir? D'ailleurs, il existe, puis il devient. C'est schématiquement l'existentialisme. D'accord? Donc, pour Monsieur J.P. Sartre, pour Monsieur Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est partagé entre trois concepts. Le soi, l'en-soi et le pour-soi. D'accord? Le soi, c'est ce qu'il est, l'homme, ce qu'il est, ce qu'il doit être. Hein? L'en-soi, c'est ce qui a été mis en lui, ses pulsions, ses désirs. Et le pour-soi, d'accord? Pardon, le pour-soi, c'est les pulsions, les désirs, c'est ce qui a, pardon, c'est ce qui a été, le pour-soi, c'est ce qui a été mis en lui. L'en-soi, c'est ce qu'on lui a imposé comme règle. La convention, la religion, les mœurs, les lois. Ah. L'homme ne doit, pour exister, ne doit obéir ni à son pour-soi, ni à son en-soi. Suivez. En quelque sorte, Camus, dans son roman L'étranger, entrez, on troule. Fadli. Prenez une chaise, après on va parler. Prenez une chaise. Prenez un siège. Donc, je disais que pour l'étranger, pour Camus, Meursault est partagé entre les lois de la République, ce qu'il doit être comme colon, et ce qu'il veut être comme homme. Mais il a sa pulsion, il a tué par pulsion. Donc, c'est une histoire, mais c'est une histoire qui va ajouter au fait d'être une histoire de la philosophie. C'est ça l'hybridité. C'est ça l'hybridité. Hybrider un texte. C'est-à-dire, à côté de l'histoire, à côté du genre, on va ajouter de la philosophie. Mais, dans ce contexte philosophique, vous avez une intertextualité. On va évoquer certains textes philosophiques dans le contexte de l'histoire. C'est ça l'intertextualité. Ça y est? Donc, dans le contexte maghrébin, nous avons surtout, par rapport à l'hybridité, nous avons l'hybridité du conte. On va ramener des contes du folklore maghrébin. Des contes du folklore maghrébin, du folklore arabe, les mille et une nuits. On va, pour le roman, on va ajouter de la longueur, de la psychologie, de la psychanalyse. Les romans maghrébins sont souvent assez lents. Bien sûr, on traite dans le contexte maghrébin. Maintenant L'intertextualité. L'intertextualité, vous avez, est définie selon Julia Kristeva, elle a défini comme tout texte se construisant comme mosaïque de citations. Il y a une mosaïque de... C'est quoi la mosaïque? Qu'est-ce que la mosaïque? C'est quoi la mosaïque? C'est un art, la mosaïque. C'est une forme d'art. C'est la présence. Le fousséifissé. C'est le fousséifissé. Comme sur les murs. Ouais, c'est une petite pièce. Puzzle. C'est pas un puzzle, mais ça y ressemble. Donc, tout texte se construisant comme mosaïque de citations, c'est-à-dire vous avez dans un texte littéraire
des petits morceaux, des bribes de citations philosophiques, historiques, religieuses, etc. D'accord? Théologiques. Hein? Tout texte est absorption. Pour Julia Kristeva, tout texte est absorption et transformation d'un autre texte. Vous avez les formes d'intertextualité. Vous avez l'allusion. Qu'est-ce que l'allusion? C'est le texte qui s'écrit à partir de la mémoire du lecteur pour invoquer un sens. C'est la définition de Gérard Genette dans son œuvre Palimpseste. D'accord? Vous avez la parodie. La parodie, c'est la transformation ludique ou critique d'un texte. Toujours la définition de Gérard Genette dans son œuvre Palimpseste. Les fonctions de l'intertextualité, c'est de légitimer un texte, de lui donner une certaine légitimité. C'est-à-dire que ce texte n'est pas qu'une histoire sur la marge des histoires. C'est un texte qui va, surtout par rapport au roman, lorsque l'intertextualité est présente dans le roman, c'est que ce texte est attaché, est rattaché, est affilié et bifurque d'une pensée philosophique, d'une pensée historique, d'une pensée théologique. Donc à chaque fois que le texte invoque, le texte littéraire invoque des textes en dehors du domaine littéraire, utilise l'intertextualité, ça lui donne une légitimité, c'est-à-dire ce n'est pas que de la fiction, mais c'est de la pensée. Jouer avec la mémoire culturelle du lecteur. Le lecteur averti, surtout le lecteur qui cherche la culture, ne va pas être beaucoup attiré, intéressé, somnolent, comme certains. Il va somnoler en lisant un texte qui n'a pas de valeur historique, théologique, philosophique. Donc, j'ai utilisé le verbe somnoler parce que certains somnolent. Somnoler, c'est-à-dire dormir en classe. Donc, parce que قلت somnoler واحد كانوا راقدين وما تحركوش يليق نفهمها. D'accord? Subvertir les modèles, c'est-à-dire ne pas rester sur un même modèle d'histoire. Situation initiale, intrigue, dénouement, épilogue. On reste sur un modèle classique. Mais lorsque vous allez, par exemple, si vous prenez le roman de Tahar Bejelloul, Mouhalefou Mouhale Sage, par exemple, Mouhalefou Mouhale Sage, c'est un roman. Mais c'est un roman qui n'est pas dans le cadre. D'ailleurs, je vous ai envoyé un texte de Tahar Bejelloul sur la fiche TD. D'accord? Tahar Bejelloul, Mouhalefou Mouhale Sage, ce n'est pas une histoire conventionnelle. Ça commence avec une scène de torture, ça finit dans la banque, ça part dans la banque, dans la montagne, avec la chèvre, avec le mouton, avec la vipère, avec l'Indien, Moshe. Vous avez plein d'aspects qui invoquent et évoquent des philosophies théologiques, entre guillemets, philosophie théologique mondialiste, parfois ésotérique, de l'aspect de Mouha et de Moshe et de l'Indien, qui sont les trois principaux personnages du roman, mais en aucun cas vous n'avez le schéma actentiel de situation initiale, intrigue, dénouement, épilogue. Situation finale. Non, jamais. L'histoire n'a pas d'intrigue et n'a pas de fin classique. Donc c'est de la philosophie, c'est de la théologie. Ce n'est pas une histoire classique. Si vous vous attendez à chaque fois que vous lisez un roman à avoir une histoire, vous risquez d'être déçu. Vous avez l'aspect le plus patent des romans maghrébins. Mais parce que les romans maghrébins sont souvent vendus en hexagone, souvent vendus en France. C'est pour ça que vous avez l'aspect exotique du roman, qui est surtout
visible, patent, palpable dans l'histoire, la trame, dans la diégèse, du roman maghrébin. Vous avez l'aspect exotique, donc souvent l'aspect des 1001 nuits. Elf Leila ou Leila. Le palais, le harem, les femmes, etc. C'est l'aspect le plus patent. La discrétion, la soumission. Cet aspect est souvent, même si c'est dans un aspect social, vous avez, dans une optique socio-critique, vous avez toujours cette hiérarchie, patriarche, en dessous du patriarche, vous avez les servants ou les servantes, le harem, les esclaves, même si ce n'est pas un esclave dans le sens propre du mot, mais ça en donne l'impression. Donc, vous avez les auteurs maghrébins qui ont traité cet aspect de 1001 nuits. Vous avez Tahar Ben Jelloun, vous avez Abdel Wahab Meddeb, Tahar Ben Jelloun dans l'Enfant de Sable, dans La Nuit Sacrée. Vous avez Abdel Wahab Meddeb dans Talismano, dans Fantasia. Vous avez Assia Jabbar dans Les Nuits de Strasbourg. Même Assia Jabbar dans son roman entre guillemets historique Loin de Médine traite cet aspect, même à propos du prophète et des compagnons. Donc, je vous ai envoyé un texte, une fiche TD de Tahar Ben Jelloun, n'est-ce pas? Oui. C'est un roman hybride, un récit de l'Enfant de Sable, un extrait de l'Enfant de Sable de 1985. Donc, c'est un conte oriental. Ouvrez la fiche TD et commencez à lire. Je vais vous lancer la consigne. Suivez. Bon, pour la présentation du texte, vous avez pour le premier extrait, qui est un résumé de l'Enfant Sable, Haj Ahmed, un riche commerçant marocain, n'a que des filles. Il n'a que des filles. Pour sauver son héritage, il décide d'élever sa dernière enfant comme un garçon. La dernière fille, il décide de l'élever comme un garçon. Ahmed, le roman, raconte la quête identitaire de ce personnage qui devient Zahra, femme. D'accord? Après la mort du père. Après la mort du père, il redevient femme. Le récit est encadré par un narrateur-conteur, d'accord, dans une ruelle de Fès. Le deuxième extrait, dans la Médina de Fès, il y a un homme qui raconte des histoires, le cercle de ses auditeurs se rétrécit ou s'élargit selon le temps et le talent. Il se nomme Lalla Fatma. Ce qui est curieux pour un homme qui s'appelle Lalla Fatma. Il prétend qu'il tient son savoir de Shahrazad elle-même. Il dit qu'il est son dernier disciple. Donc ici, c'est une intertextualité par rapport à quoi? Bonté divine. Bonté divine. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la morgue ou quoi? Shahrazad, ya qawm. Quelle référence? L'histoire a référence à quoi, Shahrazad? Shahrazad référence à quoi? Allah يحبك ما تسمعوش بشهرزاد. على شهرزاد على. Vous êtes devenus des mille et une nuits. Mais comment vous êtes devenus des
À cause de ces shorts vidéos, de cette IA, maudite IA, vous êtes devenus... Ah, IA, Shahrazad. Shahrazad, c'est les 1001 nuits. C'est une intertextualité avec les 1001 nuits. Je vous ai ramené un exemple aussi patent que le soleil à midi. Donc, l'aspect d'hybridité, l'aspect de l'hybridité textuelle, il donne quel aspect d'hybridité? C'est-à-dire, mettez-vous dans la peau d'un occidental à qui on raconte une histoire qui se passe à Fès et dont le conteur est un homme qui s'appelle Lella Fatma et qui est le disciple, qui prétend qu'il est le dernier disciple de Sheherazade, qui est elle-même quoi? Un personnage de quoi? Wallah al-Azim, vous allez finir par me tuer. Un personnage de quoi, Sheherazade? Vous venez de me le dire. Des 1001 nuits, merci. 1001 nuits, c'est un conte comment? C'est un conte qui est issu de quel folklore? Quel est le folklore des 1001 nuits? Arabe, peut-être. Oriental, peut-être. Surtout perse. C'est un folklore perse. Rien à voir avec Fès. Fès n'est pas la Perse. Fès, il y a Iran. Ou Fès, oui. Où? Maroc. Mais cependant, ça reste oriental. C'est-à-dire par rapport à... Mettez-vous dans la peau du lecteur, parce qu'on a dit que l'objectif de l'hybridité et de l'intertextualité est de se jouer de la représentation du lecteur. Le lecteur a des représentations, a un imaginaire. Qui dit un lecteur français, pas francophone, français, de métropole, عايش في Paris, يعرف غير البرد, يعرف غير السماء مغيمة ودعوة الشر. Lorsque vous lui dites Fès, pour lui Fès c'est quoi? C'est c'est le Maroc sur la carte. Ça c'est quoi? Ça représente quoi? C'est le monde arabe. Le monde arabe c'est quoi? C'est quoi? Qui dit la Fès? Ce n'est pas l'islam Fès. Fès n'est pas la Mecque Fès. C'est comment? C'est une région historique. C'est pas surtout ça Fès. Fait qu'il dit la Fès. Marrakech par exemple. Marrakech. ما قعدنا في الماروك Marrakech qui dit Marrakech qu'est-ce qu'il va imaginer Marrakech la rouge La culture maghrébine. ما تهبلونيش ماكم عايشين معنا sur la carte نتوما ولا وين كي un français حطوا روحك في la peau d'un français parce que il écrit pour un français il écrit pour un français طارب الجلون écrit pour les français il n'écrit pas pour nous كي يكتب لك شوا c'était pas le colonialisme جماعة حط روحك في la peau d'un français هو pour lui un français vivant dans le 5e arrondissement ou là qui ne connaît que le ciel grisâtre qui ne connaît que la métropole que les embouteillages le roman c'est en 1985 d'accord a été écrit en 1985 donc pour un français quand vous lui dites Fès ou Marrakech ou c'est l'exotisme pour lui c'est les 1001 nuits c'est le harem Fès, Marrakech c'est le harem c'est un monde exotique un monde inconnu c'est le soleil c'est un monde étranger à lui ça pour lui étranger bref étranger comme la lune non étranger comme quelque chose d'oriental. Une autre culture. Là où il y a des palais, où il y a des esclaves, où il y a des harems. C'est ça pour lui. C'est-à-dire, ça éveille en lui, dans l'esprit du lecteur, dans l'imaginaire du lecteur, un esprit 1001 nuits l'âtre. D'accord? C'est 1001 nuits.
c'est les palais, c'est les harems, c'est les souks, c'est les esclaves. Même si ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. حنا ماناش عايشين كيما في الموين اج هنا باغ اكزومبل واحد هنا تقول له كي يقول سمع ان فرونسي تقول له اضرار تقول له اضرار il va imaginer que اضرار سي مش عارف انا سي Tombouctou ياك بصح lorsqu'il viendra il verra que, mais dans son imaginaire colonial imaginaire européen surtout en 1985 بالك دروك في 2025 صاي il y a les réseaux, en 1985, il n'y avait pas les réseaux. D'accord? Donc tout le monde voit la réalité des villes. En 1985, pour eux, pour un Européen de 1985 qui vivant à Paris, il va imaginer que Fès, c'est le Moyen-Âge. Je suis pauvre dans le sens de la pauvreté. Non, pauvre dans le sens que c'est exotique. Quelque chose d'exotique, c'est quelque chose d'étrange. Quelque chose qui ressemble au conte des 1001 nuits. قريتوا 1001 nuits ولا ما قريتوش؟ Vous avez lu les contes originaux des 1001 nuits. معليش en arabe. قريتوها en arabe. ما خلينا ما تفرجنا لها. Vous avez lu? Donc, les contes de 1001 nuits, c'est fait de harem, d'esclaves, de voyages, de djinns, de sorcellerie. Tout ça, ça fait le paysage des 1001 nuits. Pour Tahar Ben Jelloun, écrivant pour un lecteur potentiellement occidental, il doit le mettre dans le climat des 1001 nuits, dans le paysage des 1001 nuits. Déjà, lorsque tu dis Fès, souk, ruelle, une femme, un homme qui s'appelle Lalla Fatma, c'est vraiment exotique. D'accord? Ou autour duquel il va raconter, autour de lui il y a un cercle qui s'élargit et se rétrécit selon la cadence du récit. Donc vous avez déjà une image exotique pour le lecteur. C'est ça l'hybridation, c'est ça l'intertextualité. D'où on l'a relevé? On l'a relevé de plusieurs structures, à partir du texte, de plusieurs structures linguistiques. Vous avez déjà le nom de la ville, Fès. À l'époque, il faut le mettre, bien sûr, il faut lire le texte dans une optique énonciative, c'est-à-dire le mettre dans son contexte. 1985, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas... كانت عندنا غير لا تيلي برك 1985 لا تيلي لونتين دورها باش تحكم اسبانيا ما كانش il n'y avait pas de réseau. D'accord? En France, on ne pouvait pas imaginer Fès autrement qu'une ville des 1001 nuits. Qu'il voulait Fès, c'est 1001 nuits. C'est les femmes, c'est les harems, c'est les esclaves, c'est les souks, c'est le Moyen-Âge. Moyen-Âge 2.0, version orientale. Deuxième extrait. L'histoire qu'il entreprend. Suivez. L'histoire qu'il entreprend de raconter est celle d'un homme qui décida de faire de sa fille un garçon. L'histoire a des airs de conte et des résonances de réalité. Les auditeurs sont partagés. Les uns y croient, les autres disent que c'est du mensonge. Lalla Fatma sourit. Sherazade ne mentait pas. Elle inventait, c'est chercher la vérité ailleurs. Donc, l'aspect de raconter ici ressemble à qui? C'est patent. Ce n'est même pas patent, c'est plus que patent, c'est explicite. Oh les gens, Rachi. Donc,
La façon de raconter l'histoire. Quelle symbolique? La façon de raconter l'histoire. La Fatma dit qu'elle est la dernière disciple de Sherazade. Donc elle raconte à la façon sherazadienne. Énigmatique. Ce n'est pas énigmatique, ça c'est une hybridité. C'est du roman, mais c'est du conte en même temps. Le roman et le conte, ce sont deux façons complètement différentes. Mais ça c'est de l'hybridité. C'est mettre du conte dans du roman. C'est l'hybridité. Parce que lorsqu'elle te dit, Lalla Fatma, Sherazade ne mentait pas. Elle a inventé, c'est chercher la vérité ailleurs. Ça, c'est de l'ésotérique quand même. C'est de l'énigmatique. C'est une formule énigmatique. Sherazade ne mentait pas. Elle inventait. Inventer, c'est chercher la vérité ailleurs. Mais mentir, c'est inventer. Chercher dans les structures. Mentir, c'est inventer quelque chose qui n'est pas vrai. Mais elle reformule, le conteur ici reformule, elle dit inventer, c'est chercher la vérité. Vous avez lu Les Mille et Une Nuits. Sherazade utilise ces formules énigmatiques lorsqu'elle raconte ses contes à Shahrayar. D'accord? Donc, c'est le style sherazadien. Donc, c'est mettre du conte dans du roman. C'est l'hybridité. Peut-être comme Zustora, 2 lignes, 3 lignes. Le jour de l'examen, ça sera plus. Essayez de vous remuer les méninges à chaque fois que vous avez devant vous un texte. Vous ne pouvez pas attendre à chaque fois qu'on vous explique, qu'on vous donne la solution. Vous avez le texte depuis hier. Depuis hier, n'est-ce pas? Depuis hier. Vous n'avez même pas pris la peine de le lire. Bon, les questions? C'est ça l'hybridité. Je vais vous envoyer le cours, le texte du cours, Inch'Allah. Et pour la prochaine fois, nous aurons une deuxième activité concernant toujours l'hybridité et l'intertextualité. Mais prenez la peine de lire avant de venir ici. Donc, la prochaine fois, dimanche prochain, ça sera encore une...